Chapitre 1. Né de fumée, de fer et de mauvaises décisions. Dans le pittoresque village de Myini, niché quelque part entre le mont Olympe et l'obscurité totale, vivait une femme nommée Calista. Elle n'était pas une villageoise ordinaire, à moins que votre villageois ordinaire ne soit un forgeron capable de surpasser les dieux au marteau, et qui avait une fois forgé une épée qui décapita accidentellement une poule à travers 3 champs. Calista n'était pas prétentieuse, elle ne portait pas de parfum, et ne chantait pas aux papillons. Elle portait du suie comme du maquillage, et brandissait son marteau, comme si elle vengeait chaque homme qui avait tenté de lui expliquer la métallurgie. Et dans cette vie de étincelles et de solitude descendit Histus ou Haistus ou Héphaïstos, selon l'état d'ébriété du scribe du temple lorsqu'il écrivait les mythes. Il était le dieu de la forge, célèbre pour sa boiterie, maladroit socialement, et récemment ignoré par Aphrodite. Il remarqua Calista non pas pour son apparence, mais parce qu'elle frappait une enclume si fort que sa rotule divine tressaillit depuis l'Olympe. Ils avaient une romance éclairée par la forge qui ferait rougir n'importe quel demi-dieu. Pas de grands gestes, pas de poésie, juste 2 drôles de personnages en sueur fabriquant des armes et évitant le contact visuel. Et 9 mois plus tard, Ariane est né. Il n'a pas pleuré. Non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'il jugeait déjà tout le monde dans la pièce. Ses yeux brillaient comme des briquettes de charbon, et le feu de la forge s'est enflammé de manière spectaculaire. Probablement parce qu'il reconnaissait son nouveau maître, une sage-femme s'évanouit. Une autre murmura « Il est touché par le divin », tandis que la 3e quitta la profession pour devenir bergère de chèvres. Chapitre 2. L'enfant étrange. Qui ne clignait pas. Ariane était un enfant prodige. À 5 ans, il façonnait le fer. À 7 ans, il forgea une dague si tranchante qu'elle fendit une mouche en plein vol. À 8 ans, il a dit à un prêtre que sa théologie était erronée. Il ne jouait pas à des jeux, il ne faisait pas de commérage. Il fixait simplement les choses comme s'il pouvait les voir à travers, ce qui mettait tout le monde extrêmement mal à l'aise. Les enfants l'évitaient, les adultes inventaient des raisons de prier près de lui. Les prêtres ont essayé de l'exorciser, mais il a corrigé leur prononciation en plein exorcisme. Sa mère, cependant, l'aimait avec ferveur. Elle lui a appris non seulement à manier le feu, mais aussi à le respecter. La flamme obéit à ceux qui écoutent, disait-elle, pas à ceux qui lui crient dessus comme un centurion ivre le jour de paye. Ariane a pris cela à cœur et traitait le feu comme un ami, ce qui serait charmant si ce n'était pas légèrement terrifiant. Chapitre 3. Le monde commence à devenir nul. L'humanité était en déclin. Les feux qui autrefois rugissaient dans les foyers, maintenant boudaient comme des adolescents de mauvaise humeur. Les cultures se sont flétries. Les vieilles femmes sont mortes gelées en plein milieu de leur malédiction. Les érudits blâmaient les étoiles. Les prêtres blâmaient l'impiété. Les paysans blâmaient le temps. Mais Ariane connaissait la vérité. Les dieux avaient débranché la flamme éternelle, probablement pour économiser sur les factures d'énergie divine. Tout en haut de l'Olympe, le dernier éclat du don de Prométhée brûlait dans un brasier divin gardé par des formalités administratives, une bureaucratie céleste et un chien à 3 têtes qui n'aimait pas les visiteurs. Ariane s'en fichait. Il en avait assez de la soupe froide et des gens qui mouraient de manière dramatique en plein éternuement. Alors, il décida de faire quelque chose que nul mortel n'avait fait depuis des siècles. Reprendre la flamme, ce qui est généralement mal vu par les êtres immortels. Chapitre 4. Oracle du destin et de la dépression. Ariane visita l'oracle de Delhi, un temple qui avait connu de meilleurs siècles.
L'oracle, aveugle mais avec un flair dramatique, rivalisant avec Dionysos pendant la saison des vendanges, l'accueillit avant même qu'il ne dise bonjour. Tu graviras la montagne, tu prendras la flamme et tu mourras, annonça-t-elle, sans même lui demander son signe du zodiaque. Ariane ne broncha pas. Alors laisse-moi payer le prix. L'oracle a ri, pas un rire amusant, mais le rire de quelqu'un qui a vu 3000 fins et sait que toutes impliquent la mort, la trahison ou des transformations de crapaud ironiques. « Tu l'es déjà », murmura-t-elle. Puis elle s'évanouit de manière dramatique, ce qui, pour être juste, était un peu son truc. Chapitre 5. Dans la gueule de la chienneté, pour atteindre l'Olympe, Arian devait d'abord descendre, parce que rien ne dit « voyage du héros », comme aller dans la mauvaise direction d'abord. Sous la montagne se trouvait Cerbère, le célèbre chien à 3 têtes qui détestait les mortels, les rêves et les lundis. Mais Arian n'était pas stupide. Il n'a pas apporté d'armes, il a apporté un collier. Fait d'obsidienne, de fer et d'une braise provenant de l'atelier de sa mère. Il y grava 3 noms, mémoire, loyauté et chagrin. Lorsqu'il atteignit Cerbère, il ne se battit pas, il chanta, une berceuse que sa mère fredonnait autrefois, en forgeant des casques. La bête s'agita, renifla, cligna des 6 yeux, puis le laissa passer, probablement par respect ou par confusion. Ainsi, Ariane a frôlé la mort et s'est éloigné en continuant de fredonner. Chapitre 6. Farceur et conférence. Dès alors qu'il grimpait l'Olympe, saignant de chaque membre comme une tomate particulièrement athlétique, il rencontra Hermès, le dieu de la tromperie, du sarcasme et des chaussures en plein vol. Hermès ne l'a pas combattu, il a fait un discours, un avertissement et une claque psychique. « Tu n'es pas Prométhée, dit-il. Tu es une bougie essayant d'être un grand feu. » Ariane haussait les épaules. « Alors allume-moi. » Impressionné et légèrement offensé, Hermès le maudit avec un feu divin dans sa poitrine, car rien ne motive un héros comme la combustion interne. Puis Hermès disparut dans un nuage de plumes et de sarcasmes. Chapitre 7. L'ascension de la douleur et des jurons. La montée était pire qu'un jour de jambes. Les vents hurlaient, les rochers mordaient ses pieds. Il hallucina des dieux jouant au dé avec son destin. À un moment donné, il s'est disputé avec un arbre. Son sang bouillonnait, sa peau se fissura. Il chantait des jurons dans le vide, mais il pensait aux enfants froids, à la forge de sa mère et à chaque soupir de déception que les dieux avaient jamais poussé envers les mortels. Et il continua d'avancer, parce que la seule chose plus forte qu'une malédiction, c'est la rancœur. Chapitre 8. Bonjour, flamme éternelle. Au sommet, il n'y avait pas de porte, pas de trompette, pas de comité d'accueil céleste, juste le brasero, un bol de flamme blanche, ancien et vivant, assis là, comme s'il avait attendu des siècles que quelqu'un de dramatique se présente. Ariane tendit la main. La flamme ne brûla pas, elle est entrée en lui. Son corps criait, son âme criait plus fort. Chaque cellule de son corps se réécrivait. Il devint le feu, le brasero s'est éteint, parce qu'il n'avait plus besoin de brûler. Chapitre 9. Le gars du feu descend, le monde redémarre. Arian ne descendit pas l'Olympe, il l'a fait fondre, à chaque pas. La glace reculait, les foyers des villages oubliés se rallumaient, les agriculteurs se réveillèrent, chauds et confus. Les enfants ont vu un homme briller comme un grille-pain et ont murmuré son nom. Arian, il a rendu le feu, non pas dans la colère, mais dans l'amour. Pas comme une arme, mais comme un rappel. Les dieux ne l'ont pas frappé, ils n'ont pas osé, parce que même les dieux comprennent une chose, on ne punit pas quelqu'un qui devient la lumière.
Chapitre 10. Vente de gâteaux des dieux. Quand Ariane toucha le sol de la vallée, deux choses se produisirent. Chaque fleur dans un rayon de 5 miles a fleuri simultanément, puis s'est immédiatement fanée, parce que, elle n'était pas prête pour ce niveau d'enthousiasme. Une chèvre confuse s'est évanouie et a ensuite été adorée par un village qui a mal interprété la situation comme une prophétie divine. Ariane, brillant faiblement, comme si quelqu'un avait glissé une ampoule à l'intérieur d'un pain au levain, marchait calmement dans le monde des mortels. Il n'était plus seulement un homme, il était un mythe en sandales, et il sentait légèrement la cannelle brûlée. Mais ne nous précipitons pas, parce que pendant que les mortels s'affairaient à raviver les festivals, à cuisiner des soupes qui n'avaient pas le goût de la tristesse, et à se brûler sur des cuisinières rallumées, les dieux tenaient une réunion de personnel. Chapitre 11. Assemblée d'urgence. À l'Olympe, RH, Zeus, n'était pas content. Pas dans un style de foudre fracassante, plutôt comme un père qui vient de se rendre compte que son fils a changé le mot de passe du Wi-Fi. Il se tenait devant la table ronde, olympienne, qui était carrée, parce qu'Athéna insistait sur un design ironique. Les bras croisés, la barbe en feu. Il a pris la flamme. Héra, tout en sirotant son latte à l'ambroisie, ne leva pas les yeux. Ce n'est pas le premier. Te souviens-tu de Prométhée? Oui, et je l'ai enchaîné à un rocher pendant quelques milliers d'années. C'était très thérapeutique. Hermès était allongé à proximité, faisant tourner une pièce de monnaie et murmurant de temps en temps. Il était plutôt sexy, quand même. Arien, pas Prométhée. Prométhée avait l'air de se brosser les dents avec du gravier. Dionysos leva un verre. Je dis qu'on le laisse cuire, littéralement. Les mortels font la fête à nouveau. Les ventes de vin ont augmenté de 400% du jour au lendemain. Je viens de lancer une édition limitée. Pinot Blas vieilli par les flammes. Apollon est apparu d'un rayon de soleil et a soupiré. J'essaie de faire un retour musical depuis des siècles. Ariane fait un spectacle de lumière alimenté par une forge, et soudain, il devient le messie du feu. Super, juste génial. Zeus tonna de nouveau. Ce n'est pas une question de popularité. C'est une question d'ordre. Une pause. Puis, Athéna parla. C'est trop tard. Le monde l'aime maintenant. Tu le punis. Tu deviens le méchant. Zeus se dégonfla légèrement, comme une balle de plage divine. Alors, nous ne faisons rien? Pire, dit Hadès, apparaissant dans l'ombre comme un père gothique à une réunion de famille. Nous regardons et nous attendons. Parce que si Ariane rallume le feu, quelque chose d'autre arrive. Ils tous regardèrent fixement. Et loin en dessous, dans le monde des mortels, Ariane éternua et mit le feu à un buisson. Chapitre 12. Lundi mortel. Ariane, pour sa part, essayait simplement d'acheter une pomme de terre. Il s'était aventuré dans un village, Timia, population, 63 personnes confuses, 2 chèvres et un gars qui ne parlait qu'en rime, et avait poliment demandé de la nourriture. Le boulanger local s'est évanoui. Le maire pleura et déclara un festival de 3 jours. Un petit enfant nommé Euri a dessiné un portrait d'Ariane sur un morceau de tissu et a commencé à l'appeler Papa Toasty. Il était officiellement une célébrité. Mal à l'aise avec l'attention, Ariane tenta de donner discrètement du feu à la forge du village. La forge a explosé dans une violence joyeuse. Personne n'a été blessé, mais le forgeron s'est immédiatement rebaptisé Blasicus et a essayé de faire chevalier Ariane avec une spatule incandescente. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue. Ils venaient des villes, des forêts, des villes en ruine. Certains apportaient des offrandes. D'autres ont apporté des questions.
Peux-tu allumer mon foyer? Peux-tu guérir mon enfant? Pouvez-vous bénir ma soupe? Peux-tu signer ce bâton brûlé? Arian a fait ce qu'il pouvait. Il a ravivé ce qui s'était éteint, pas seulement des foyers, mais de l'espoir. Il a refusé l'or, il a refusé les éloges, il a juste dit une chose, ce n'était jamais à moi. C'était toujours à toi. Les gens ne comprenaient pas. Ils savaient juste qu'ils avaient de nouveau chaud. Chapitre 13. Chaleur et indifférence. De retour sur l'Olympe, les dieux sombraient dans une crise d'identité de marque. Arès a essayé de déclencher une guerre, juste pour ressentir quelque chose. Héphaïstos a commencé une thérapie et a commencé à sculpter des cendriers en forme de visage d'Ariane. Héra a tenté de se rebrander en tant que déesse du mariage infusé au charbon. Même Hestia, la déesse littérale du foyer, recevait maintenant moins de prières. « Je me sens obsolète », dit-elle un soir, fixant une bougie vacillante, comme si elle l'avait trahi personnellement. « Ironique », murmura Aphrodite, qui était occupée à lancer une campagne divine d'influenceurs, appelée Flame and Fame. Hermès a suggéré une ligne de produits dérivés. Olympe, toujours chaud, juste pas, à rien chaud. Ils avaient besoin d'un plan. Et puis, Poséidon, qui jouait à Wordle dans le coin, prit la parole. Et si nous l'invitions? Zeus cligna des yeux. Retour à l'Olympe? Pas en tant que déesse, dit Athéna lentement. En tant qu'invité. Ou comme appât, ajouta Hadès avec un sourire fait de dents. Chapitre 14. L'invitation. L'invitation est arrivée sur un parchemin flamboyant, porté par un pigeon avec des lunettes de soleil et des sandales à propulsion fusée. Merci, Hermès. Ariane le lut et soupçonna immédiatement un piège, mais il sentit aussi quelque chose s'éveiller. La flamme en lui, encore pulsant comme un second cœur, semblait curieuse. Alors, il est parti, mais pas seul. Une petite délégation a insisté pour l'accompagner. Eurie, l'enfant qui portait maintenant un dessin d'Ariane, plié comme un rouleau sacré, Blazicus, le forgeron, qui a apporté la spatule, devenue épée, nommée Scorchi, une vieille femme nommée Théa, qui a simplement dit « Ils ont volé notre feu une fois. Je veux voir ce qu'ils feront quand nous le ramènerons. Ensemble, ils ont gravi l'Olympe encore, mais cette fois, la montagne ne les a pas combattus. Elle a observé. Chapitre 21. Diplomatie post-incendie et autres surprises flamboyantes. Le sourire de Zeus dura 7 secondes pleines, un record olympique. Puis, Héra entra. « Tu souris ?» demanda-t-elle, plissant les yeux comme s'il venait d'admettre qu'il utilisait du shampoing mortel. Zeus ajusta rapidement son expression en un poutingue plus digne. « Je me remémorais. » Tu souriais. « D'accord, je pensais aux guimauves. Ils sont très moelleux. » Héra le fixa, puis au petit feu de camp dans la salle du trône. « Est-ce que tu te domestiques ?» demanda-t-elle. Zeus croisa les bras. « Je réfléchis. Tu devrais essayer. C'est très thérapeutiques. » Héra a roulé des yeux si fort qu'ils ont brièvement orbité autour du lustre. « La prochaine chose que je sais, tu seras en train de tenir un journal et de préparer du thé à la camomille. »« Peut-être bien, » dit Zeus avec arrogance. Héra cligna des yeux, et puis, lentement, elle esquissa un sourire. « Eh bien, cela nous rendrait presque à nouveau aimables. » Chapitre 22. La flamme devient virale, pas le genre contagieux. De retour dans le royaume des mortels, les choses avaient dégénéré. Arian n'avait pas l'intention de devenir une célébrité. Il voulait juste garder la flamme éternelle en sécurité. Mais quand ton cœur brille comme un fourneau et que tu mets accidentellement le feu à des villes entières en éternuant,
les gens remarquent. D'abord, ce furent les villageois, ensuite des poètes itinérants. Puis quelqu'un a construit un amphithéâtre en argile cuite pour raconter l'histoire du garçon, du feu qui a dit aux dieux de se détendre. Puis vinrent les produits dérivés, des peluches Arians qui brillaient dans le noir, spatules, répliques de Scorchi, épuisées en 2 jours, les chroniques de crayon de riz, une bande dessinée, basée sur ces gribouillis, sont devenus le rouleau le plus lu du monde connu. Les enfants les échangeaient dans les ruelles comme des bonbons illicites, et la flamme, elle s'est répandue, pas par la conquête, pas par décret, mais par bonté, par un homme qui allumait des forges pour des étrangers, qui réchauffait les orphelinats dans les montagnes, qui est apparu dans le four du boulanger lorsque le levain ne levait pas. Arian, le phare réticent, était devenu l'étincelle de l'humanité. Encore, chapitre 23. Bureaucratie contre destinée. Spoiler, la destinée gagne. Les dieux, quant à eux, avaient des réunions, tellement de réunions. Nous devons gérer la flamme, dit Athéna. Définir gérer, dit Dionysos, équilibrant un verre de vin sur son pied. Je veux dire, nous avons besoin de politique, a répliqué Athéna. Règlement. Permis de feu, zonage des flammes. Hermès grogna. Nous sommes des dieux, pas des bureaucrates municipaux. Mais que ce quelqu'un utilise le feu comme une arme. Arès aboya, aiguisant déjà une lance, étiquetée, au cas où il y aurait une révolte. Ils ont déjà armé des fourchettes. Arès, murmura Héra, laisse tomber. Zeus, sirotant sa nouvelle boisson mortelle préférée. Chocolat chaud avec de la cannelle, ne dit rien. Il regardait à nouveau le petit feu dans la salle du trône. Après un moment, il dit « Peut-être que le but n'est pas de le contrôler. » Tout le monde s'est arrêté. Zeus haussait les épaules. « Peut-être que le but est de lui faire confiance. » Fais-leur confiance. Silence de mort. Puis Poséidon toussa et murmura « Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon frère ?» Chapitre 24. Entretien avec un porteur de feu, une scribesse ambitieuse nommée Calliope. Accula Ariane, un jour près d'une berge, où il enseignait aux enfants comment faire des smores sans invoquer la foudre. « Monsieur, commença-t-elle hors d'haleine, quelle sensation cela fait-il de porter la flamme la plus sacrée qui existe ?» Ariane cligna des yeux. Lourd, aussi parfois démangeant. Elle griffonna furieusement. « Quel est ton plan pour l'avenir ?» Ariane regarda autour de lui. Un enfant venait de mettre le feu à son propre lacet. Un autre avait mangé un sac entier de guimauve, y compris le sac. « Survivre, dit-il. Calliope a haleté, si profond. Non, vraiment. Cet enfant est en train de se consumer. Chapitre 25. Le retour de Prométhée. Oui, ce Prométhée. Un matin tranquille, une silhouette mystérieuse s'approcha, en boitant de l'atelier d'Ariane. Il était enveloppé dans une cape en peau d'ours et avait une très vieille plume d'aigle qui dépassait de sa barbe. Ariane fixait son regard. « Vous êtes ?» L'homme fit une révérence fatiguée. « Prométhée. Le gars du feu original, mais tu es censé être enchaîné à un rocher. »« Des coupes budgétaires, dit Prométhée. Zeus m'a enfin laissé partir. Il a dit que j'avais assez souffert, quelque chose à propos de pardon d'entreprise et assurance contre les flammes. » Arian lui offrit une chaise. Prométhée s'assit lentement, étirant ses articulations anciennes. « J'ai vu ce que tu as fait, dit-il. Tu n'as pas volé la flamme, tu l'as partagée. » Ariane haussait les épaules. Ça semblait être la bonne chose à faire. Prométhée sourit. Non, c'était la chose brillante. Ariane grogna. « Tu viens vraiment de me faire un jeu de mots ?»« J'ai inventé les jeux de mots, » dit Prométhée avec fierté. Chapitre 26.
le culte accidentel du sandwich grillé. Comme toutes les figures révolutionnaires, Ariane a accidentellement engendré une religion. Tout a commencé avec un sandwich au fromage grillé. Un moine errant prétendait que lorsqu'il faisait cuire du fromage au-dessus d'un feu de camp, il voyait le visage d'Ariane dans la pâte fondue. Une autre jura que sa soupe se réchauffait d'elle-même dès qu'elle lui racontait une histoire de courage. Bientôt, un groupe se faisant appeler les snacktivistes de la lumière commença à prêcher un mantra sacré: chaleur, espoir et avarti. Ils ont construit des sanctuaires en forme de four. Ils distribuaient des toasts enflammés lors des festivals d'hiver. Ariane a essayé de leur dire d'arrêter. Ils lui ont remis une couronne faite de graissins. Il a abandonné. Chapitre 27. Les dieux en thérapie. De retour sur l'Olympe, les choses m'y avaient atteint une nouvelle sorte de normalité. Zeus s'était inscrit à une thérapie de groupe, Héra, Arès et Artémis aussi. Les sessions étaient animées par Hestia, déesse du foyer, qui était récemment revenue de sa retraite parce que, selon ses propres mots, vous avez laissé la flamme sans surveillance et maintenant elle est inscrite à la maternelle. Une séance typique se déroulait ainsi. Héra, j'ai l'impression que personne ne respecte mon travail émotionnel. Arès, j'ai envie de frapper la lune. Zeus, j'ai envie de faire du crochet. Est-ce normal? Artémis, je veux être laissé seul dans les bois, encore une fois. Hestia, allume de l'encens, excellent. Maintenant, inspirez, maintenant, expirez, maintenant. Arrêtez d'essayer d'utiliser le traumatisme de l'autre comme une arme. Chapitre 28. Blasicus obtient un spin-off. Ariane n'était pas le seul à attirer l'attention. Blasicus, le modeste forgeron avec sa spatule enflammée, était devenu un nom connu de tous. Il a lancé une émission de cuisine appelée « Forger et assaisonner », où il grillait des viandes mythiques sur des charbons magiques et grondait les invités célèbres pour avoir assaisonné trop tôt. Épisode 1. Côte de l'hydre et comment ne pas mourir en badigeonnant. Les critiques l'ont qualifié de flamboyant, intrépide et étrangement éducatif. Un spectateur a dit « Je ne savais pas que j'avais besoin de cet homme qui me crie dessus en tenant des pinces lumineuses, mais maintenant je ne peux plus m'en passer. » Chapitre 29. Le multivers comique d'Eurie. Pendant ce temps, l'empire de crayon d'Eurie a explosé. Ses bandes dessinées mettaient désormais en scène des versions alternatives d'Ariane, Cyber-Ariane, qui délivrait le Wivash par la puissance des étincelles. Chat, Ariane, qui était principalement fait de fourrure et de feu, et miaulait parfois de la sagesse. Grand-père, Arian, qui racontait des histoires du soir, qui allumait des bougies automatiquement. Les enfants les adoraient. Les dieux les collectionnaient chez. Hermès a essayé de revendre des copies signées pour en tirer un profit. « Je suis un investisseur », a-t-il affirmé. « Tu es un spéculateur », répondit Athéna. « Je suis les deux », dit-il avec fierté. Chapitre 30. Héritage. Toasté dans la lumière. Les années passèrent. La flamme d'Ariane ne s'est jamais éteinte, mais elle s'est adoucie. Il a cessé de briller tout le temps. Il riait plus. Il passait plus de temps à écouter qu'à enflammer. Il est devenu quelque chose de nouveau. Pas seulement un porteur de feu, mais un gardien de la chaleur. Les dieux rendaient parfois visite, silencieusement. Pas d'éclairs, pas de drame, juste des guimauves. Même Hadès est venu une fois. A apporter des smores, n'a pas souri, mais a hoché la tête. C'était suffisant. Et alors que la nuit tombait sur le monde, encore et encore, et que les vents froids allaient et venaient, une vérité demeurait. La flamme perdurait. Pas dans les temples,
pas dans des rouleaux, mais dans les fours, dans les lanternes, dans les histoires racontées près des cheminées, dans chaque petit acte de résistance, obstiné, d'espoir, et dans chaque enfant qui murmurait son nom, Ariane, avant d'allumer une bougie dans l'obscurité.